Et voilà. Donc, Parfait. le plan pour aujourd'hui, bon, après une toute petite introduction, on va parler un peu des fondements du fédéralisme parce que chaque système fédéral, bien sûr, est unique hein, et c'est difficile à comparer. Et chaque système a ses spécificités. Donc, pour comprendre le système allemand, il faut aller un peu dans les détails de la répartition des pouvoirs étatiques. Et après ça, on va regarder comment est le rôle des lenders dans la législation et dans l'application. Et on va regarder un peu les leçons qu'on a prises par la crise sanitaire en ce qui concerne le système fédéral. Donc, en ce qui concerne ma personne, Delphine, tu l'avais déjà parfaitement expliqué. Et pour après, vous avez les slides et comme ça, vous pourriez regarder encore un peu plus. Donc, ça, c'était d'ailleurs la publication à l'époque sur la représentation des intérêts régionaux par les régions et les lenders. Ça, c'est un sujet que je ne vais pas, disons, approfondir aujourd'hui, le rôle et la possibilité des entités fédérées dans la politique européenne. Mais bien sûr, s'il y a là un intérêt à discuter, on peut le faire après, mais je ne vais pas me concentrer sur ce point lors de la présentation. Donc, l'Allemagne est une pays fédéral qui est composé par 16 Länder. Donc, et vous voyez déjà, en fonction de leur grandeur, tout simplement, il y a des différences énormes. Juste pour vous montrer, la Sarre, c'est une lande, mais nous avons ici un arrondissement au Basse-Saxonie qui est plus grand en termes de superficie que la lande de Sarre. Et bien entendu, Lembourg, la Brème, les Stadtstaaten, comme on dit chez nous, les villes-länder, ils sont assez petits et aussi leur capacité financière n'est bien sûr pas comparable avec une lande comme la Bavière, le Bade-Württemberg, etc. Pour cette petite image, il ne faut pas me poser la question pourquoi c'est différentes couleurs. Comme vous voyez, la référence est de Wikipédia et je n'ai pas pu clarifier pourquoi ils ont mis ça en différentes couleurs. Pour moi, il n'y a pas de sens. Peut-être pour voir plutôt les frontières plus facilement. Mais juste pour vous donner une impression. Maintenant, en ce qui concerne les fondements du fédéralisme allemand, vous voyez ici sur ce transparent la répartition des compétences comme c'est prévu par la Constitution allemande, donc par le Grundgesetz, la loi fondamentale. On va parler un peu de la législation et aussi de l'application, donc de l'exécution des lois. Selon la règle tout à fait générale, dans l'article 30 de notre Constitution, euh, la règle, c'est que l'exercice des pouvoirs étatiques relève des lenders. Mais bien sûr, seulement dans la mesure où la loi fondamentale ne dispose pas autrement et il y a plein de règles qui donnent de la compétence législative surtout à la fédération. On pourrait déduire de cette disposition fondamentale qu'il y a une règle, c'est que les lenders sont compétentes et la compétence de la fédération, c'est l'exception. Mais ça, c'est pas la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qu'on va voir dans un moment. Juste pour maintenant se concentrer un peu sur la répartition des compétences législatives. C'est l'article 70 qui dit que, en principe, donc on répète cette règle générale de l'article 30 qui concerne tous les pouvoirs étatiques, y inclut le pouvoir judiciaire. Là aussi, ce sont d'abord les lenders qui sont compétentes. Donc, les lenders ont le droit de légiférer, mais bien sûr seulement dans la mesure où il n'y a pas d'autres dispositions dans la loi fondamentale. Et maintenant, je dirais cette technique de régler les choses, là, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle
il est clair. Il dit que la répartition des compétences législatives, d'abord, elle est exhaustive. Donc, il n'est pas possible qu'il y ait une compétence à la fois chez les Länder et le Bund. Donc, il faut toujours avoir une séparation stricte. Donc, une double compétence est exclue. Et ça, c'est une jurisprudence constante. Et récemment, elle était affirmée par un arrêt assez important aussi politiquement. Tout récent, le Berliner Mietendeckel, c'est une sorte de frein d'urgence pour les loyers. Vous voyez que les loyers, bien sûr, dans les grandes métropoles, ils sont trop haut et ça pose carrément des problèmes sociaux. Donc, le Land de Berlin, il a fait une loi pour mettre un plafond sur l'augmentation des loyers. Et la Cour constitutionnelle disait non, il n'y a pas une compétence législative. Cette compétence est avec la fédération et la loi du Land était nulle. Donc, et en plus, les articles 30 et 70 ne contiennent pas une présomption d'une compétence en faveur des lenders. Alors, on ne peut pas dire que c'est une règle, plutôt c'est une technique de réglementer, c'est-à-dire d'une manière de subtraction, on peut dire, voilà, il y a les compétences pour la fédération, et là où il n'y a pas une compétence pour la fédération, automatiquement, c'est le land qui est compétente. C'est ça le système, disons, technique qui était choisi par la Constitution allemande. Maintenant, on voit quand même qu'il y a, à part cette compétence du Land, une compétence exclusive du Bund qui est prévue par la loi fondamentale. Là, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que pour le droit environnemental, ce n'est pas si important, sauf peut-être le nucléaire. Delphine, tu l'avais déjà mentionné. Effectivement, la loi atomique, la loi nucléaire, ça fait partie de la compétence exclusive du Bund. Mais la compétence la plus importante, c'est certainement la compétence concurrente. Et là, il y a même des sous-types de cette concurrence, de cette compétence. Et la grande majorité des domaines environnementaux et aussi sanitaires sont de cette compétence. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette compétence législative concurrente? Ça veut dire que dans ce domaine, les lenders, ils sont compétentes, mais aussi longtemps et pour autant que la fédération n'a pas fait par une loi usage de sa compétence législative. C'est-à-dire là, il y a un élément de fait. Au moment où la fédération prend les choses en main, il fait une loi, à ce moment-là, la compétence des lenders, il est absorbé, il est écarté, il n'existe plus. Hein. Maintenant, on revient à la question de droit. Est-ce qu'il y a une limite dans la Constitution ou est-ce que la fédération peut juste, pour des raisons politiques, utiliser cette compétence? Ça dépend. Donc maintenant, il y a tout un catalogue dans la Constitution qui concerne cette compétence législative concurrente. Et parmi les secteurs, parmi les domaines politiques qui sont énoncés ici, il figure aussi la protection de la nature. Mais attendez, je vais tout d'abord, le 24, c'est aussi important, les traitements de déchets, l'air et la lutte contre les bruits. Hein. Puis, il y a la protection de la nature, il y a le régime des eaux et l'aménagement du territoire. Et là, les compétences qui sont en rouge, il a été ajouté par la réforme de 2006. Il y avait une grande réforme constitutionnelle pour clarifier un peu les compétences, surtout législatives. Et là, on a supprimé une troisième, ou on pourrait dire quatrième catégorie de compétences, l'article 75, qui parlait d'une compétence cadre. Et cette compétence cadre, où la fédération pourrait faire des
des lois cadres qui étaient après concrétisées par les lenders, c'était supprimé. On a pris les matières, on a distribué les matières un peu dans les autres types de compétences. Et là, la nature et la protection des eaux, c'était mis dans l'article 74. Voilà. Maintenant, dans cette réforme de 2006, il y avait une autre aspect qui est important, c'est qu'on a ajouté un droit d'écart pour les lenders pour certains domaines politiques. Avant d'expliquer ça, juste une petite remarque sur cette question. Aujourd'hui, protection du climat, c'est une question qui se pose bien sûr. Et est-ce que c'est inclus? Oui, selon la jurisprudence, pureté de l'air, ça inclut le climat, c'est-à-dire en principe, il y a aussi une compétence législative pour la fédération sur cette base du numéro 24 de cet article. En ce qui concerne les domaines santé, il faut mentionner le numéro 19, les mesures contre les maladies humaines à caractère transmissible. Donc ça, c'est la compétence pour la loi qui concerne aussi Covid. Et il y a aussi cette numéro 11 qui concerne le droit économique, qui est important, tout ce qui concerne énergie, etc. Ça peut aussi servir comme une base législative pour la fédération. Maintenant, on reste un petit moment sur cet aspect compétences concurrentes pour expliquer les trois sous-types qui existent, parce que c'est très important pour la relation entre la fédération et les lenders. Donc, nous avons là une compétence concurrente qui nécessite une justification juridique. C'est ici avec test de nécessité. Donc, pour les domaines qui font partie de ce type, il faut que la fédération, au moment où il fait une loi, où il prend en main les choses, justifie pourquoi cette loi soit nécessaire. Et, par exemple, le droit économique, la circulation routière, ça sont des domaines qui nécessitent une telle justification juridique qui peut être contrôlée par la Cour constitutionnelle si carrément cette loi est nécessaire. Il y a d'autres domaines où ce test de nécessité n'est pas nécessaire. Et dans ces domaines, la fédération peut légiférer sans aucune justification. Elle peut légiférer juste parce qu'il estime que ce soit raisonnable et politiquement convenable. Donc, c'est tout à fait une marge discrétionnaire de la fédération de légiférer. Et ça concerne, par exemple, la plupart des matières environnementales, comme l'article 72, alinéa 1, numéro 24, air, déchets, bruit, mais aussi les eaux et la nature. Mais l'eau et la nature, pour compenser cette perte de pouvoir des lenders, parce qu'on a supprimé cet article concernant la compétence de cadre, ils ont reçu ce droit d'écart. Et ça veut dire que même si la fédération fait une loi fédérale, les lenders peuvent légiférer autrement. Ils peuvent faire des lois qui amendent, des lois qui modifient, des lois qui même remplacent entièrement la loi fédérale. Donc, ils ont là une assez large option de légiférer eux-mêmes, et ça concerne les deux secteurs eau et nature. Mais là, en plus, il y a certaines exceptions de cette exception. Pour la nature, par exemple, toute la protection des espèces, des animaux et des biotopes, ça c'est exclu. Donc ça c'est resté fédéral. Là, ce droit d'écart n'existe pas. C'est quand même important, hein, parce que la protection
des animaux, la protection des espèces, c'est quelque chose qui doit quand même rester dans les mains de la fédération, on estime. Voilà, ça c'est un peu pour expliquer. Là, je ne vais pas aller trop dans les détails. C'est juste ici dans cet article 72 alinéa 2 qui stipule cette test de nécessité pour les matières qui sont énoncées ici dans cet article. OK, pour les raisons, là, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais là aussi, il y a une jurisprudence qui explique un peu quand est-ce que les raisons sont vraiment valables ou non. Maintenant, pour résumer un peu le rôle des lenders dans la législation environnementale, ou aussi d'une manière générale, ça concerne quand même aussi les autres matières. On peut dire qu'il y a peu de compétences législatives propres pour les lenders. Surtout dans le domaine de l'environnement, sauf maintenant, là, effectivement, il y a une situation un peu plus, qui est renforcée un peu la situation des lenders avec cette réforme sur la nature et les eaux. L'influence des lenders sur la législation fédérale, ça c'est un autre aspect bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir quelles sont les compétences propres du land, mais aussi dans quelle mesure est-ce que les lenders peuvent influencer les lois fédérales. Là, dans le système allemand, il n'y a pas une influence directe des lenders. Je crois, si je me souviens bien, qu'il y a là une différence entre le système belge et allemand. Cette influence se fait uniquement par le biais du Bundesrat, soi-disant la deuxième chambre, où bien sûr le poids de chaque land n'est pas tellement grand, et bon, ça dépend. Hein. Il y a les grands lenders qui ont plus de pouvoir quand même, mais plus d'influence plutôt, mais il faut quand même partager avec 15 autres lenders et il faut trouver des majorités. Donc, et en plus, la réforme de 2006 a aussi un peu diminué l'influence du Bundesrat, en diminué le nombre des lois qui nécessitent une approbation par la deuxième chambre, ce qui donne carrément un droit de veto. Là, il y a aussi je dirais, remaniement un peu des pouvoirs qui a eu lieu dans cette réforme de 2006. Maintenant, pour le rôle des lenders dans l'application du droit, et notamment du droit de l'environnement, il faut dire que ça, c'est vraiment le champ où les lenders ont leur rôle, parce que le système fédéral allemand est un peu unique sur ce point. Selon l'article 83 de la loi fondamentale, les lenders exécutent les lois, aussi les lois fédérales, il faut le mettre en relief. Il exécute ces lois à titre de compétence propre, c'est-à-dire ils les exécutent de la même manière que leurs propres lois. Et ça, c'est une différence à d'autres systèmes fédéraux, qu'il n'y a ici pas une compétence exécutive annexée à la compétence législative. Non, au contraire, il y a une compétence législative qui est complètement séparée de la compétence exécutive, et ce sont les lenders qui exécutent le droit fédéral. Une petite vue sur institutionnelle, sur les institutions. Donc, vu cette différence entre l'application et la législation, les lenders sont les
organismes qui exécutent. Par contre, le Bund ne dispose pas tellement d'agences ou organes administratifs propres. Bien sûr, il y en a, et vous voyez là les 4 agences en, dans le domaine de la protection de l'environnement, mais la compétence de ces agences, c'est surtout de donner des advice, hein, ils sont des advisory bodies plutôt. Ils ont très peu de compétences vraiment exécutives. Ils sont des agences scientifiques qui font de la recherche aussi. Et dans certains domaines, ils ont aussi des devoirs exécutifs. Mais c'est quand même assez limité. Peut-être pour vous donner un petit exemple, comment on peut maintenant transférer cette structure dans la réalité. Prenons une autorisation d'une installation classée, donc tout typiquement une procédure administrative qui se passe, bon, peut-être pas chaque jour, mais assez souvent quand même, vu toutes les installations qui existent en Allemagne et qui sont modifiées assez souvent quand même. L'autorité compétente est déterminée selon la législation du Land. Donc c'est le Land qui met sur place les autorités et qui est aussi responsable pour la procédure administrative. Mais là, il faut dire qu'il y a quand même des décrets d'application qui, dans ce cas, des installations classées, déterminent aussi la procédure. Donc, cette compétence générale que les lenders sont compétents pour la procédure est dans ce cas un peu, comment on dit, c'est mis à l'écart par un décret d'application fédérale. Les critères de fond, c'est-à-dire quels sont les exigences l'opérateur de l'installation, l'exploitant doit mettre, doit prouver. Donc ça, c'est réglé dans la loi fédérale, Bundesemissionsschutzgesetz, et il y a toute une série de décrets d'application qui concrétisent la loi, parce que dans la loi, bien sûr, il n'y a pas les normes limites, donc les valeurs limites, les valeurs émissions et tout ça, c'est dans des décrets d'application. Et même parfois, ce n'est pas dans les décrets d'application, c'est juste dans des règles administratives. Et là, il y a surtout dans ce domaine, il y a une règle administrative très importante. Nous appelons ça la Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft, TH Luft. Et les étudiants chez nous, parce que j'enseigne les ingénieurs, hein, et je dis, voilà, ça c'est la loi, vraiment la loi pour la protection de l'air. Ce n'est pas la loi, mais c'est cette instruction technique R, parce que tout ce qui est techniquement maintenant exigé, c'est dans cette instruction technique R. Du point de vue constitutionnel maintenant, c'est intéressant parce que, en vertu de l'article 424, la fédération dispose, ou plus précisément, c'est le gouvernement qui dispose de la compétence de faire des règles administratives fédérales qui sont contraignantes pour les lenders. Et par ce biais, maintenant, on peut arriver quand même à une application du droit plus harmonisée parce que vous avez peut-être déjà posé la question, mais si maintenant 16 lenders appliquent les lois d'une manière différente, et une loi doit être bien sûr interprétée avec 16 interprétations différentes, on arrive sur place hein, avec des solutions complètement différentes. Alors ça, c'est bien sûr un risque, et pour ça, la Constitution a quand même prévu des instruments pour répondre à ce risque et de harmoniser un peu l'application. Par exemple, par ce biais, de faire des instructions administratives fédérales qui nécessitent d'ailleurs maintenant l'approbation du Bundesrat, parce que bien sûr, ça intervient de manière assez importante dans le droit des Länder. Alors, il faut l'approbation du Bundesrat. Hein, vous voyez, c'est une mixture assez délicate. Maintenant, en ce qui concerne
un cas particulier, c'est le nucléaire. Là, cette règle générale que les lois sont appliquées des lenders de manière propre n'applique pas. Il y a une application spéciale par délégation en vertu de l'article 95, 85 pardon, de la loi fondamentale. C'est une compétence exécutif par délégation. Et là, le gouvernement fédéral peut vraiment intervenir dans l'application concrète, dans une procédure concrète. Il y a deux jugements importants de la Cour constitutionnelle qui a déterminé cette compétence, très en faveur de la fédération, jusqu'à ce que dans une procédure juridique, c'est-à-dire devant le juge, la fédération peut plus ou moins dicter au ministre du Land le texte qu'il doit présenter au juge. Hein. C'est vraiment de manière interne une grande pouvoir de décider les choses, mais bizarrement, à l'extérieur, c'est toujours le land qui doit agir. Donc, envers le citoyen, devant le juge, c'est le land qui doit justifier ses actions, même si c'est la fédération qui dit tu dois faire ceci et cela. Ouais, mais ça, c'est l'approbation de la Cour constitutionnelle, c'est comme ça. Et ce sont que peu de matières qui sont d'ailleurs réglementées de cette manière. Maintenant, quelques aspects de cette crise qui, en fait, est responsable aussi pour notre webinaire aujourd'hui, parce que sinon, je serais avec vous probablement dans une salle de votre jolie université à Saint-Louis, que j'aimerais bien voir, peut-être un de ces jours qui vient. Et voilà, on a quand même il y a beaucoup de questions juridiques, je crois, qui se posent, pas seulement au niveau de la compétence, mais au niveau des droits fondamentaux qui étaient plus ou moins suspendus pendant pas mal de temps. Donc, je crois que ces aspects, ils vont nous intéresser et ils vont nous donner de la source pour discussion encore longtemps. Maintenant, en ce qui concerne les compétences, c'est relativement clair. Comme je l'ai dit, il y a une compétence législative concurrente. En principe, c'est l'État fédéral qui fait la loi et l'a fait. Il y a une loi relative à la protection contre les maladies infectieuses qui existe. Mais il faut dire que cette loi a quand même, il était un peu pas très bien connue parce qu'on n'a pas eu ces maladies de cet genre et surtout de cette étendue, que cette loi était peut-être pas tout à fait à la hauteur des choses pour répondre à une telle situation. Probablement, c'était la même chose dans tous les pays européens et sur tout le monde. Mais disons, la structure, c'est toujours pareil. Je prends là le dernier point. La compétence d'application, c'est avec les lenders et plus précisément, ce sont les services de santé publique au niveau des arrondissements, on dit chez nous les Landkreise. Et là, il y a des services de santé publique qui sont compétents pour prendre toutes les mesures, c'est-à-dire la loi fédérale donne cette compétence directement, plus ou moins, aux Länder et aux arrondissements qui sont compétentes. Bon, c'est pas dans la loi directement défini, mais on dit les autorités compétentes selon le droit des lenders. Dans tous les lenders, c'est la même chose, donc ce sont les arrondissements. Maintenant, on a quand même vu cette nécessité qu'il fallait peut-être prendre des mesures un peu uniques. Et comme ça, on a amendé la loi à de nouveaux articles
qui concrétise certaines mesures, mais c'était après le premier lockdown l'année dernière. Mais c'est très vague. On a dit il faut prendre des mesures restrictives dans une situation où c'est nécessaire. Mais ce n'était pas encore des chiffres concrets. Mais après, on a inclus des chiffres, c'était ce chiffre d'incidence de 50, c'était inclus après. Et c'était récent, vous voyez, c'était le 7 mai de cette année, que un frein de secours fédéral était introduit dans la loi. Bundesnotbremse, qui disait, ou qui a défini des mesures concrètes après certains chiffres d'incidence. Je reviens sur ce point. Mais quelle est la pratique? Donc ça, c'est la situation de la loi. En pratique, les décisions qui ont été prises étaient discutées entre les Länder avec le gouvernement fédéral, on disait les Ministerpräsidentenrunden, donc c'était les discussions avec les ministres-présidents des Länder. Mais il faut dire que ces décisions qui ont été prises après parfois des heures et des heures de discussion tard dans la nuit, ils n'ont aucune valeur juridique, hein, parce qu'il faut bien sûr toutes ces mesures transposer dans une loi ou dans un décret d'application au niveau de chaque land. Ça, c'est pas nouveau, on connaît ça parce que nous avons beaucoup d'expérience avec ces instruments d'un fédéralisme coopératif. Mais quand même, ça, c'était un point qui a mené à une situation où, en fin de compte, il y avait quand même des règles parfois très différentes dans les Länder, dans les détails, peut-être pas en ce qui concerne la ligne générale de lutter contre cette pandémie, mais dans les détails, il y avait quand même pas mal de différences. Maintenant, les arrondissements dans le Land Est, juste pour vous donner un exemple, ça c'est l'AS, Francfort, c'est à peu près là-bas, et vous avez 3 conscription gouvernementale. Et les petites chiffres là, tout ça, ce sont des arrondissements. Là, il y a des services santé publique qui sont compétentes pour mettre en place les mesures. Donc, à partir d'un certain moment, c'était aussi réglé par des décrets au niveau du land, mais en principe, la plupart des mesures étaient prises au niveau de ces arrondissements. Maintenant, cette Notbremse, cette frein de secours de Madame Merkel, qui n'a pas eu vraiment de compétences. Parfois, elle a dit des choses, mais c'était clair qu'elle voulait toujours un peu plus strictes, prendre des mesures plus strictes. Mais là, dans cette nouveau article 28b qui était intégré dans la loi au mois de mai de cette année, il y a maintenant cet automatisme. Quand la valeur d'incidence est plus que 100 par 100 000 habitants, donc les infections sont dans la semaine, à ce moment-là, il y a automatiquement un couvre-feu. Et ça, c'était tout de suite, bien sûr, discuté. Est-ce que c'est constitutionnel ou non? Donc, il n'y a pas encore une décision de la Cour là-dessus. Mais ce qui est bien sûr aussi important, que je dirais, cette shift vers la loi fédérale a aussi un impact sur le contrôle juridique, le contrôle judiciaire. Parce qu'avant, chaque mesure qui était prise au niveau régional pouvait être attaquée devant un juge régional. Et nous avons maintes décisions
qui ont corrigé certaines mesures des institutions, des autorités, et qui ont donné, par exemple, raison à une attaque devant les juges pour visiter la mer du Nord. C'était dans la première vague, et où le land de Brandenburg ou de Mecklenburg-Vorpommern a complètement limité l'accès aux plages, bien qu'il y a là, bon, en pleine nature, pas vraiment un risque d'infection. Et là, par exemple, la Cour administrative, il est intervenu. Et maintenant, bien sûr, il y a un contrôle directement contre la loi fédérale qui ne peut être effectué que par les juges de la Cour constitutionnelle. Bon, pour terminer, je crois qu'on a déjà quand même utilisé presque le temps. Pour la discussion, peut-être aussi quelques aspects concernant l'efficacité du fédéralisme, les points faibles, les points forts. C'est clair qu'un système fédéral, c'est une structure complexe et parfois aussi une structure coûteuse. Et il y a cet aspect de risque de blocage. J'ai déjà mentionné la réforme de 2006. Ça, c'était vraiment une réforme qui a visé à débloquer un peu le système, parce qu'à l'époque, il y avait, comme j'ai dit, beaucoup de lois qui nécessitaient l'approbation du Bundesrat. Et ce qui est intéressant aussi, que dans l'histoire de la République fédérale, il y avait souvent, et dans la grande majorité des cas, c'était une situation que les partis politiques au gouvernement fédéral n'étaient pas de la même couleur que la majorité dans les Länder. Donc, il y avait des intérêts politiques différents dans le Bundesrat et le Bundestag, dans les deux chambres, et ça a bloqué parfois. Donc, des points forts, je crois quand même, bon, ça c'est une perception assez individuelle, bien sûr, parce que je suis en principe un adhérent du fédéralisme. Je crois qu'il y a quand même assez de points forts. Pour moi, c'est vraiment un laboratoire pour la démocratie. On peut essayer des solutions, et puis on verra, bon, peut-être ça marche, ça ne marche pas. Ça peut servir comme un blueprint pour d'autres lenders. Bien sûr, les décisions, elles sont plus proches aux citoyens. Et aussi, dans ce sens de laboratoire pour la démocratie, je crois qu'il est important qu'il y ait une certaine compétition pour les meilleures solutions. Par exemple, la naissance des nouveaux partis. Il faut quand même que les partis montrent qu'ils sont capables de gouverner. Et là, les Länder, les régions, c'est quand même un laboratoire où on peut le montrer. Et comme ça aussi, pour les personnes, pour les politiciens même, ils peuvent gagner de l'expérience dans des fonctions, par exemple, régionales au niveau des Länder, comme là, le candidat pour le parti conservateur maintenant pour l'élection fédérale en septembre, M. Laschet, qui est ministre-président du plus grand pays de l'Allemagne, de Nordrhein-Westfalen. Enfin, en termes de citoyens, pas en termes de le plus grand, pas en termes de superficie, mais en citoyens. Enfin, ça, je crois que ce sont vraiment des points forts. Maintenant, peut-être pour terminer, quelle est la perception du fédéralisme par les citoyens? Ça, c'est intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu traduire sur le slide là, ce sondage qui est tout récent, du 20 mai. C'était publié dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung de l'Allensbach Institut, qui font régulièrement des sondages politiques. Et c'est quand même intéressant. Ils ont demandé est-ce que les Länder devraient pouvoir régler la plupart des choses eux-mêmes, ou est-ce que les choses devraient être réglées de manière uniforme? Ça, c'était
la première question ici. Et vous voyez qu'en 2007, il y avait quand même 60% des gens qui ont dit oui, je préfère qu'il y ait des règles uniformes, et seulement 30% qui disaient oui, les lenders devraient régler les choses eux-mêmes. Et maintenant, vous voyez que dans la crise sanitaire, les fédéralistes ont gagné beaucoup, beaucoup de poids. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant surtout parce que dans les médias, parfois, et par certains politiciens, on disait, mais non, on ne peut pas expliquer aux gens qu'on prend d'autres solutions au nord et au sud. Il faut quand même prendre des mesures uniformes. Mais non, il semble que la population n'est pas tout à fait de cet avis. Il y a aussi la question, êtes-vous content avec la politique fédérale? Ça joue bien sûr aussi un rôle. Êtes-vous content avec la politique fédérale? C'est étonnant que les gens disent pas non, je suis pas d'accord. Donc, c'est ce genre de sondage, on s'exprime souvent en défaveur. Mais non, ici, il y a quand même 40% qui sont plutôt pas contents, 13% qui sont très mal contents, mais il y a 35%, 39% qui sont plutôt contents et 6% très contents. Mais en comparaison avec la politique du Land que vous voyez ici, c'est quand même étonnant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont plutôt contents ou même très contents avec la politique du Land, hein, qu'avec la politique fédérale. Et enfin, une question. Les gouvernements fédéraux à Berlin ou les gouvernements de votre land s'occupent-ils mieux des atteintes et problèmes de la population? Alors, qui s'occupe d'une manière plus ouverte des problèmes de la population? Et là, elle dit 39%, c'est le land, et seulement 6% pour le gouvernement fédéral. Et bien sûr, 34% disent non, ni les uns ni les autres font ce que je veux. Hein. Ça, c'est normal dans ce genre de sondage, mais ça donne quand même une image intéressante après maintenant un an et demi presque de cette pandémie. Alors, les conclusions, je crois qu'aujourd'hui, l'ENDR joue vraiment un rôle dominant dans l'application des lois, mais pas dans la législation. Et je crois que ça, c'est vraiment une situation qui est très différente en Belgique. Ça, c'est clair. La participation des lenders se fait par la deuxième chambre uniquement. C'est peut-être aussi une différence. La réforme, comme je l'ai déjà dit, de 2006 a renforcé légèrement le pouvoir législatif des lenders et le fédéralisme allemand utilise beaucoup d'instruments coopératifs. Peut-être encore un mot sur le changement climatique. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui de discuter de cette nouveau arrêt de la Cour, parce qu'on aura cet autre séminaire en 2 semaines. Mais ça, c'est pas vraiment une question de compétence entre Bund et Länder. En ce qui concerne les changements climatiques, on peut dire qu'il y a vraiment des compétences un peu partout, au niveau fédéral, au niveau des Länder, même au niveau des communes qui jouent un grand rôle dans la planification urbaine, etc. Donc, c'est vraiment une obligation de tous les pouvoirs étatiques. Et grosso modo, je dirais que aussi dans la crise sanitaire, le fédéralisme s'est montré quand même capable de répondre à cette situation vraiment très, très inattendue et unique. Et je ne vois pas vraiment de raison de concentrer davantage les compétences au niveau fédéral, mais ça, c'est bien sûr, c'est très, très individuel comme avis, mais je crois que en principe, la répartition des compétences est plus ou moins acceptée aussi. Et bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer et on peut aussi ajuster des compétences au fur et à mesure. Ça se fait tout le temps, mais du principe, je veux dire le grand principe, ça je crois, c'est OK. Voilà, je vous remercie
pour l'attention. Et maintenant, je vais essayer de revenir. Attends, Merci beaucoup, Gérard. C'était extrêmement clair, très, très complet, extrêmement intéressant. Je crois qu'il n'y a pas un système qui peut être plus différent que le système belge du régime allemand, mais François va faire le point, justement, tout de suite. Et donc, je ne vais pas lancer la discussion. Nous allons d'abord écouter la réponse de François. Mais merci vraiment très vivement, Gérard. Merci Delphine, merci Gérard en effet pour cette topo sur quelque chose de compliqué qui est rendu très clair effectivement. Alors je parle sous le contrôle de spécialistes qui sont là et qui connaissent la matière tout aussi bien, si pas mieux que moi, et je serai moins long parce que je vais me focaliser sur la répartition des compétences en général, quelques rappels bienvenus. La répartition des compétences, en particulier dans l'environnement et la santé. Je ne dirai pas grand-chose de la loi climat parce que finalement c'est un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé. Et je reviendrai avec la lutte sur la pandémie, la loi et l'avis du Conseil d'État récent avant de faire quelques comparaisons de clôture, de synthèse comme Gérard l'a fait. Alors, sur la répartition des compétences, chez nous, Gérard, on a des choses semblables et assez différentes. La première chose, c'est que les compétences fédérées sont des compétences, donc fédérées, c'est communautés et régions, sont des compétences d'attribution. D'attribution, et que le résidu, tout ce qui n'a pas été attribué, est toujours fédéral. Même si on a dans notre Constitution l'article 35, qui depuis très longtemps prévoit le phénomène inverse, d'avoir des compétences attribuées à la fédération, à l'État fédéral, et le résidu aux entités fédérées, mais on n'a jamais su s'accorder là-dessus. Il y a, parmi les discussions à venir pour une éventuelle réforme de l'État, une volonté peut-être de mettre en œuvre l'article 35. Mais pour l'instant, donc, on vit avec un système où les entités fédérées ont des compétences d'attribution. Ce qui ne veut pas dire qu'elles sont limitées. Au contraire, les compétences fédérées, on leur a donné en toute autonomie. En toute autonomie et en exclusivité territoriale. Sauf la question des communautés, je ne rentre pas là-dedans. La matière est essentiellement régionale. Mais donc, elles ont le pouvoir complet pour les matières attribuées sur un territoire déterminé. L'idée est assez simple, c'est qu'il y a a priori un seul législateur pour régler un problème sur un territoire. Soit c'est l'État fédéral, soit ce sont une des trois régions, pour la région flamande, bruxelloise et wallonne, soit encore les communautés, avec la situation particulière de Bruxelles, mais chacun dans sa matière, chacun pour le périmètre territorial dont il dispose. Et il n'y a donc pas, a priori, de double compétence, pas plus qu'en Allemagne, effectivement, avec un phénomène quand même très important chez nous aussi, qui n'apparaît pas peut-être du côté allemand, c'est l'idée d'égalité stricte entre l'État et ses entités fédérées, puisque chacun est chez lui. Il n'y avait pas de raison a priori, en principe, de mettre une hiérarchie entre l'État fédéral et les entités fédérées, puisqu'on n'est pas, il n'y a pas d'overlap a priori entre les deux. Ça, c'est la théorie, évidemment. Il n'y a donc pas de compétences concurrentes, et là, c'est ou très rarement, inévitablement, il y a parfois des compétences cadres, et là, c'est une première différence majeure avec l'Allemagne, c'est que quand vous prenez la constitution allemande, la constitution allemande, elle fait quand même, elle est dans votre email, elle fait 140 pages, et elle est autrement fournie que notre constitution. En son article 74, dont parlait Gérard, on trouve une liste expressis verbis de compétences concurrentes. C'est une très longue liste qui comporte 33 items, parfois certains très détaillés, de compétences concurrentes. Nous n'avons pas ça du tout en Belgique. C'est une différence majeure. De même, nous n'avons pas en Belgique cette différence entre la capacité de faire la loi et l'exécution. En Allemagne, ce qui me frappe, c'est que la loi, quand elle est même fédérale, l'exécution, si j'ai bien compris, Gérard, se fait par les Länder. Tandis que chez nous, le pouvoir législatif et exécutif est confié au même pouvoir. Les entités
fédéré ne s'occupe que de l'exécution de législation fédérée et l'État fédéral s'occupe de législation fédérale qu'il a lui-même adoptée avec son propre administration. Donc il y a là une différence majeure. Et enfin, il n'y a pas, chez nous, de système, je l'ai déjà dit, de préséance. Tu n'as pas utilisé ces termes-là, mais on les utilise souvent chez nous, le Bundesrecht bricht Landesrecht, hein, la possibilité d'éventuellement de faire prévaloir le droit de la fédération sur le droit des régions, qui n'existe pas chez nous, sauf à titre exceptionnel, notamment pour la responsabilité climatique, hein, et certainement pas non plus en matière d'organisation. Il n'y a pas de possibilité pour l'État fédéral d'aspirer quelque chose qui relève de la compétence des régions. Voilà notre mécanisme. A priori, chacun chez soi, son territoire, pour légiférer avec son administration, et il n'y a pas d'overlap. Mais en pratique, on constate que, évidemment, cette répartition des compétences, même si elle a évolué au fil des réformes de l'État, est figée. Est figée parce qu'elle ne peut pas anticiper toutes les situations nouvelles qui apparaissent. Et les deux exemples du Covid et de la climat sont vraiment des exemples paradigmatiques de possibilité de bousculement de ce qui a été figé et qui n'apparaît plus nécessairement adéquat. Ce qui amène donc à des interprétations qui sont nécessaires, des interprétations qui sont faites par la doctrine, par le Conseil d'État, sa section de législation, on le verra avec la loi pandémie, par la Cour constitutionnelle, mais a posteriori, ce qui complique un peu aussi les choses en termes d'avance, j'entends de mise en œuvre des mesures, parce qu'on ne sait jamais si on est compétent tout seul ou si on doit l'être avec l'autre, ou si c'est un autre qui l'est. Et ça m'amène au troisième point, c'est que ces mécanismes de séparation qui apparaissent simples sur papier sont tempérés par beaucoup de mécanismes de coopération tantôt obligatoire, tantôt sur une base volontaire, tantôt même imposée par des juges, quand bien même les textes ne le prévoient pas. Donc, on met de l'huile dans les rouages par la coopération, parce qu'on se rend compte que la loi spéciale est parfois figée. Voilà pour le contexte général, me semble-t-il, avec ça on a dit l'essentiel. Sur la répartition des compétences en particulier, en matière d'environnement, contrairement à l'Allemagne, nous avons une compétence principalement, très principalement régionale. En Allemagne, j'ai compris qu'il y avait donc une compétence fédérale, sauf en matière de nature et eau, pour lesquels il peut y avoir des écarts régionaux. Des écarts régionaux. Chez nous, c'est exclusivement de compétences régionales, toute la compétence environnementale, en toute autonomie, en toute égalité, sans intervention supérieure de l'État fédéral, sauf pour deux domaines, les normes de produits, c'est-à-dire les normes applicables aux produits avant d'être mis sur le marché, c'est pour des raisons économiques, de circulation des biens, hein, que ce soit au niveau européen ou au niveau belge, qui justifie cela, et la matière nucléaire, extrêmement sensible, qui est toujours fédérale, comme en Allemagne, si j'ai bien compris. L'idée de départ était, pour faire simple, que la protection de l'environnement serait mieux assurée au niveau des régions. Pour prendre un exemple un peu schématique, les dunes seront mieux protégées par la région flamande qui a la côte, et les forêts de Wallonie, il y a aussi des forêts en Flandre bien entendu, mais les forêts de Wallonie seront mieux protégées par la région wallonne elle-même. Et les Bruxellois géreront leur milieu urbain, environnemental, comme ils l'entendent. Et chacun chez soi. Okay, et donc, on a là une très large compétence régionale qui n'a fait que s'étendre, puisqu'elle s'étend même à des aspects de santé par répercussion. Les mesures sur la 5G et l'impact sur la 5G sur la population relèvent de chaque région. Et il y a des débats déjà qui existent, qui ont lieu récemment en région de Bruxelles-Capitale pour associer les citoyens à l'implantation et à quelles conditions de la 5G à Bruxelles. Comme il y aura des règles particulières sur la 5G en Wallonie ou en Flandre, ce qui peut-être en Allemagne ferait sourire ou hurler en disant mais cette question-là, elle est fédérale. La 5G, les conditions d'implantation de la 5G doivent être réglées au niveau fédéral et pas au niveau des Länder. Au niveau de la santé, c'est encore plus compliqué parce qu'on a effectivement des compétences de santé au niveau fédéral
et des compétences de santé au niveau régional et communautaire. Je ne rentre pas dans les détails, ils ont été repris par la section de législation du Conseil d'État dans son avis du 7 avril dernier à propos de la loi pandémie. Donc on constate que la matière chez nous est essentiellement régionale, avec l'exécution également régionale, et pas comme en Allemagne, une législation fédérale exécutée par des entités régionales. On parle d'agences fédérales, mais quelques-unes en Allemagne, mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui sont là plutôt donner des avis scientifiques. L'exécution locale est essentielle. Chez nous, ce qui est essentiel, c'est l'adoption législative régionale avec une exécution régionale en tant que telle. Et en Allemagne, si j'ai bien compris, Gerhard, il y a une sorte de shift, d'aspiration de plus vers le niveau fédéral dans une certaine mesure. Chez nous, il n'y a rien en ce sens, même s'il y a des demandes qui ont peut-être été faites pour y arriver. Voilà le schéma belge. Alors sur la loi climat, je ne vais pas dire grand-chose parce qu'il y a eu des tentatives d'avoir une loi spéciale en matière de climat. Elles sont bien connues à Saint-Louis, Delphine y a participé, d'autres encore. Le Conseil d'État a émis un avis, non pas un feu rouge, mais un feu orange. Il a suggéré, il y avait des excès de compétences, il y avait des choses qui ne pouvaient pas être faites, des choses qui pouvaient être faites, et il ne manquait surtout une base constitutionnelle. Et malheureusement, là, la base constitutionnelle n'a pas encore été donnée. Et donc, en matière climatique, on est plutôt, pour l'instant, à ne pas avoir de politique véritable ou législative ou de cadre fédéral, mais bien des instruments régionaux, mais tout en se disant que c'est peut-être insuffisant. Il y a un décret wallon de 2014, il y a une ordonnance bruxelloise en cours de préparation, de ordonnance climat. Du côté flamand, je ne sais pas, nos amis néerlandophones nous diront, mais en tout cas au niveau fédéral, ça manque, même si l'article 7 bis est déclaré à réviser, en vue de mettre quelque chose au niveau fédéral. Alors, la loi pandémie, elle est intéressante parce que le projet de loi pandémie, Gerhard, qui n'a pas encore été voté, le Conseil d'État a rendu un très long avis le 7 avril 2021, dans lequel il essaye de articuler les compétences éclatées et égales entre l'État fédéral, les régions et les communautés. Et un peu comme à l'instar du test de nécessité dont tu parlais, qui permettait l'intervention de l'État fédéral, le Conseil d'État belge vient donner 3 conditions pour lesquelles l'État fédéral peut, au titre de la police sanitaire, de la protection civile, de la sécurité civile, qui sont dans ses compétences, intervenir dans des compétences qui sont peut-être aussi aux entités fédérées en matière de lutte contre la pandémie, j'entends via l'environnement, via les mesures de santé au niveau communautaire. Et le Conseil d'État vient dire qu'il y a un principe de proportionnalité qui doit être respecté. Donc, pour qu'on puisse agir à un niveau de l'État, il faut une mise en balance minutieuse des connaissances scientifiques entre les résultats de la mesure envisagée et la situation d'urgence et l'impact des mesures sur les domaines des communautés, des régions, des entités fédérées. Donc, l'État fédéral peut intervenir, mais modérément, si je puis dire. Deuxièmement, il doit le faire en consultant préalablement les autres autorités. Excusez-moi, je vais couper ceci. Il doit consulter les autres autorités puisqu'on touche à leurs compétences matérielles. Et ça évoque un peu ce que toi tu dis quand tu parlais qu'il y avait des conférences entre les ministres présidents, comme chez nous, j'ai envie de dire. Dans les comités de concertation, on retrouve les entités fédérées qui discutent avec l'État fédéral des mesures qui sont prises. Ce que nous n'avons pas, c'est un débat au sein du Sénat, l'équivalent du Bundesrat, parce qu'il n'y a pas, qui représente pourtant les entités fédérées, mais il n'y a pas véritablement de concertation qui se fait de ce côté-là, notamment pour des raisons pratiques, parce qu'on est dans une assemblée législative, et alors qu'il faut décider rapidement, donc dans des concertations entre pouvoirs exécutifs. Et enfin, la troisième condition, c'est que l'État fédéral ne peut pas prendre des mesures qui ne seraient pas à dimension sanitaire. À une dimension sanitaire, il doit toujours avoir cette dimension sanitaire. Pour prendre un exemple très simple, le port du masque et la distanciation sociale dans les écoles et les musées, a priori, n'est pas de compétence fédérale parce que c'est une compétence des communautés, sauf si c'est une mesure à dimension sanitaire
proportionné et nécessaire. Si on satisfait donc aux exigences de proportionnalité matérielle, de concertation et de mesures sanitaires, l'État fédéral peut intervenir. On voit que c'est du bricolage, mais je ne dis pas ça de manière négative, au contraire, c'est un bricolage subtil, solide, je crois, intelligent, qui essaie de faire la part des choses, à défaut de textes qui permettraient d'intervenir, comme en Allemagne, avec cet état de nécessité qu'il faudrait justifier, hein, qui pourrait être contesté par les entités fédérées. Mais chez nous, on en est loin parce que s'il y a un tabou absolu, ou presque, c'est l'idée que l'État fédéral soit supérieur à certains égards aux entités fédérées. Hein, donc ça n'est pas possible. Et alors, pour terminer encore, les entités fédérées, elles-mêmes peuvent compléter, c'est le droit d'écart dont tu parlais, Gerhard, les entités fédérées peuvent compléter les mesures fédérales, mais en respectant le contenu. En ce sens que si l'autorité fédérale a dit que tous les musées doivent être fermés sur tout le territoire, une communauté ne peut pas décider d'ouvrir les musées sur son territoire. Non, la mesure a été prise fédérale. Par contre, si l'autorité fédérale dit que dans les musées, on peut se balader, mais avec masque, l'entité fédérée peut décider de fermer, elle prend une mesure plus stricte, plus protectrice pour les musées de son territoire. Donc, le droit d'écart, c'est un droit de compléter sans contredire, si je puis dire. Compléter dans le même sens, mais sans contredire, sans nier. Et là, on arrive par cette analyse-là à une forme de Bundesrecht, Bricht, Landesrecht, qui ne dit pas son nom, mais qui pour moi participe de la même logique. Et ça amène alors à ma conclusion, parce que j'ai été assez long sur ceci, en disant, chez nous, ce qui me frappe, attendez, je reprends mes notes, c'est que donc, on a, comment dire, attendez, je recherche mes notes que j'avais prises pour ma conclusion, excusez-moi, je vais y arriver, je ne sais plus où elle est là, mais ce n'est pas bien grave. Ce que je voulais dire, c'est nous, les régions jouent un rôle dominant dans l'adoption de la législation et son application, contrairement à l'Allemagne où c'est l'État fédéral, et où, chez vous, on s'est plaint de peut-être trop d'État fédéral pour permettre des solutions régionales. Nous, on est dans un phénomène inverse où on se demande s'il ne faudrait pas plus de lois communes sur le petit territoire, puisque ce qui avait justifié la régionalisation, et qu'on en maintient toujours, la protection des dunes et des forêts, ne se justifie pas quand il s'agit de changement climatique ou de pandémie nationale. Deuxièmement, la participation des Länder à cette législation fédérale, si on devait faire ça, pourrait être sérieusement renforcée, notamment par le Sénat, effectivement, ou par des participations plus organisées. Nous avons aussi beaucoup d'instruments coopératifs, comme chez vous, hein, bien entendu. La lutte contre le changement climatique est une obligation de tous les pouvoirs étatiques. C'est comme chez nous, mais on n'a pas encore trouvé la manière de le dire au niveau fédéral. Et notre fédéralisme s'est-il montré apte à répondre à la crise sanitaire? Oui et non. Oui, parce qu'il a fallu trouver des ajustements politiques. Oui, parce qu'on n'est pas revenu à prendre des décisions. Non, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes juridiques. Des incertitudes juridiques, d'une part, sur les compétences des uns des autres, mais heureusement, ce n'est pas trop ça qui a été la discussion. C'est sur la manière dont on a procédé. Et l'on a des sagas juridictionnelles qui sont loin d'être achevées, qui ont épuisé toutes les juridictions dans tous les sens du mot. Aussi bien le Conseil d'État s'est prononcé sur la validité des mesures que les cours et tribunaux avec des opinions variables, et ça se termine à la Cour constitutionnelle qui va devenir l'oracle final ou presque de tout ce qui a été fait, valable ou pas. Et donc on a une série de forums juridictionnels qui créent une insécurité juridique permanente, des victoires des uns et des autres, des hurrahs et des cris contre, mais ça ne touche pas à la question de la répartition des compétences, c'est un autre problème. Et c'est encore une dimension qui s'ajoute chez nous à la répartition des compétences, qui elle-même est déjà très compliquée. Voilà, c'est ma perception. Alors, dernière chose que je voulais dire aussi, et je me réjouis, c'est que les demandes, voilà, j'ai retrouvé mes notes, si on voulait plus de compétences fédérales, c'est peut-être l'expression d'un point de vue de juriste francophone, une certaine sensibilité. Je suis heureux d'entendre des juristes néerlandophones sur cette question-là,
parce qu'en Belgique, il est impossible de parler de ça sans avoir les deux opinions, je me semble-t-il, parce que ce sont des choix politico-juridiques d'une manière ou d'une autre, un peu en opportunité, mais qui touchent autour des questions d'efficacité. Et l'efficacité, il y a des visions différentes en la matière. Une efficacité vers plus de pouvoir aux entités fédérées, ou une efficacité qui dit non, il faut regarder ça dans les deux sens. Certaines choses pourraient être plus fédérées, mais d'autres pourraient redevenir fédérales, même si c'est à contre-courant de ce qui a été fait. Prenons l'efficacité au sérieux et pas l'efficacité dogmatique, c'est-à-dire one way, toujours dans un sens au détriment de l'État fédéral, vers un dépeçage de l'État fédéral, là où on constate que peut-être l'efficacité pourrait fonctionner autrement. Et c'est là où je veux en terminer. Le droit de l'environnement, sur ces questions de répartition des compétences, est de nouveau un laboratoire de la démocratie et de l'agencement des institutions belges. J'entends la répartition des compétences en général. Comme il est le laboratoire sur la participation citoyenne, c'est le droit de l'environnement qui est le plus avancé en termes de participation citoyenne que l'on retrouve maintenant partout. Eh bien, les choix qui seront faits en matière de protection de l'environnement, les choix institutionnels à venir, préfigureront l'architecture plus générale du fédéralisme belge, avec notamment cette possibilité ou pas d'intervention de l'État fédéral, avec ou sans le consentement des entités fédérées, et à quelles conditions. Et si on ouvre la porte de ce côté-là, alors s'ouvre un nouveau champ de discussion. Donc je suis très heureux de notre libre discussion ici, parce que ça préfigure peut-être l'avenir. Voilà. Merci. Merci.